Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue et merci d'avoir choisi la 7. Éducation à la une, ce soir nous parlerons des congés de détente, la dernière modification au sein du système. Si l'idée est de rendre service aux enseignants au départ, ces derniers ne sont pas les bienvenus chez certains parents. Quitter le pays pour l'aventure, c'est devenu le rêve de presque tous les jeunes togolais. Plusieurs moyens sont connus pour se faire dans la loterie Visa. Qu'est-ce qui explique le grand intérêt accordé à ce sujet par les jeunes? La rédaction s'y est intéressée et a effectué une descente sur le terrain. Vous verrez les avis recueillis dans le développement. Au Sénégal, la radiation du principal opposant Ousmane Sonko sur la liste électorale a été annulée ce jeudi. Doit-on s'attendre à une future participation à la prochaine élection de sa part? Vous serez situé dans un instant. Et puis la tournure que prend la guerre entre l'Israël et le Hamas sera également objet de développement dans ce journal. Les Palestiniens étant actuellement dans de mauvais draps. Restez avec nous, tout de suite les détails. Bienvenue à tous. De plus en plus de Togolais, particulièrement les jeunes, désirent ardemment quitter leur pays pour d'autres horizons. Un constat bien palpable qui a incité à une descente pour mieux comprendre le motif de ce rêve partagé. Voici le compte rendu de Cyril Lawson et d'Ange Sénat. Si pour certains, l'on est mieux que chez soi, pour beaucoup d'autres, l'herbe est plus verte ailleurs. Quitter le Togo, loin d'être une option pour le Togolais lambda, se révèle désormais être un impératif. Un fait qui se traduit bien par l'engouement que suscite la loterie Visa, un programme américain d'immigration. L'Amérique me plaît bien. Souvent j'entends parler, les gens disent le pays de l'oncle Sam, et tout est beau là-bas avec le temps. Moi aussi je veux aller. Donc je viens juste de jouer. J'ai les papiers de confirmation dans la main. Maintenant, là où nous sommes aujourd'hui, je l'ai même déjà joué. Donc si l'occasion se présente en même temps, je passe. Je ne peux pas dire que je suis fatigué du pays, mais je suis fatigué du système au fait. Oui, la loterie Visa m'intéresse. Si j'ai ce visa, je pourrais étudier, travailler en Amérique. Et aussi parce que j'ai envie de voyager, voir le monde, quoi. On peut dire que je suis un peu fatigué du Togo. L'année passée, il y a un chef canton qui a joué la loterie Visa. Et si son nom sortait, il va laisser la chefferie à qui? Donc juste pour vous dire qu'on pense trouver mieux ailleurs. Et je suis dans ce sens-là. La loterie Visa est une bonne chose. Et moi particulièrement, ça m'intéresse. Parce que nous courons dans ce pays. Mais le retour, c'est pas ça. Donc l'espoir, c'est que quand on voyage, au moins quand on court, on sait que ce qui va rentrer est acceptable. En effet, la loterie Visa, programme de visa de diversité ou encore DV Lottery, est une initiative américaine. Chaque année, elle donne la possibilité à des milliers d'Africains d'immigrer aux États-Unis. Cependant, si aller se réfugier sous d'autres cieux semble un rêve surtout partagé par la jeunesse togolaise, elle n'est pas la seule. Par rapport à ceux qui viennent jouer, la jeunesse joue beaucoup. La jeunesse. Parce que la jeunesse est fatiguée de ce pays. Donc tout le monde veut voyager. C'est comme si on va chercher un Eldorado, quoi. Vous serez étonnés. Des fois, je suis là, je reçois certains dossiers. Il y a des gens, moi, je pense qu'ils ont déjà vécu leur vie, quoi. Mais ce sont eux qui veulent partir. Ça tente tout le monde, de 18 jusqu'à 55, 7. Pour rappel, le programme de visa de diversité vise à réduire le nombre historiquement faible d'immigrants aux États-Unis en provenance de certains pays. Chaque année, ils sont en tout près de 55 000 à quitter le continent africain pour le pays de l'oncle Sam. Par ailleurs, la loterie Visa n'est pas la seule voie empruntée par la jeunesse togolaise pour quitter le pays. Le processus Campus France en est également un autre. Éducation, nous vous le disons dans les titres, habitués aux congés de Noël et de Pâques, les enseignants et apprenants togolais auront désormais 2 autres supplémentaires. Cette nouvelle introduction dans le système éducatif fait grincer les dents chez des parents d'élèves. Bernard Canvi. Contrairement aux années scolaires précédentes, élèves et enseignants auront désormais droit à 2 congés de détente. Si le premier congé de détente est prévu du 27 octobre au 5 novembre, le second, quant à lui, se tient du 16 au 25 février, soit une pause d'une dizaine de jours par congé. Cette nouvelle mesure prise par les autorités du système éducatif ne cesse de faire grincer des dents chez les parents d'élèves et chez certaines associations. Après 2 mois de vacances et 33 jours d'école, sont-ils déjà fatigués pour avoir un congé? Congé de détente veut dire oubliez ce que vous faites. Donc ça veut dire que
Durant les 9 jours, les enfants ne doivent pas étudier. Aujourd'hui, nous nous plaignons du niveau de vie des élèves. Ça, c'est quoi ça apporte à l'élève? Selon les explications des autorités, les congés de détente permettent de maintenir la santé physique des élèves et de permettre l'allègement et l'actualisation des programmes dans le système approche par compétences APC. La mesure répond également à une harmonisation de l'organisation des années scolaires dans les pays de l'UEMOA. On n'a qu'à alléger le programme. Parce qu'il y a trop de choses que nous apprenons qui ne sont pas bénéfiques. Au lieu de libérer les enfants congés, nous voulons qu'on les garde. Pas dans leur classe, dans la cour. Ils viennent normalement comme ils viennent à l'école, ou bien on les dit, ils poussent un peu à partir de 8 heures, ils sont là. On fait venir d'autres personnes qui ne sont pas leurs enseignants. Même les ministres, les députés iront vers eux. Les artisans, les couturiers, jusque même les sportifs, les joueurs. Les enfants vont les découvrir. Madame la Première ministre peut visiter une école pendant ses congés de détente. Les filles vont voir l'image là, ça va les impulser. Elle va les parler. Il y a la présidente de l'Assemblée, Madame Tchegan, peut choisir une école. Pendant ses congés, elle va là-bas. Psychologiquement, je me suis dit, est-ce que demain je ne pouvais être comme ça? Ce nouveau découpage prend effet dans les écoles publiques et s'impose également aux établissements scolaires privés laïcs et confessionnels des enseignements préscolaires, primaires, secondaires, généraux et techniques. Registre sanitaire pour aborder un tout autre sujet, la santé mentale, un sujet qui semble tabou, particulièrement au Togo, malgré le rôle déterminant qu'il joue, tant dans la prise de décision de chaque être humain que dans son bien-être général. On voit cela dans ce reportage de Claire Gagnon et de Bernard Canvi. Elle joue un rôle prépondérant et contribue au bien-être général de chaque être humain. Cependant, la place qui lui est accordée au Togo reste relativement faible. Elle, c'est la santé mentale. Définie comme un état de bien-être psychologique, émotionnel et social qui contribue au confort de l'individu, la santé mentale reste de loin une préoccupation majeure pour l'ensemble de la population. Au Togo, la discipline de psychologie est très récente et très peu de personnes ont intégré dans leur habitude le fait de consulter un psychologue quand on est en difficulté. C'est quand ils retombent dans des situations de troubles mentaux déclenchés qu'ils sont obligés de venir voir le psychologue ou le psychiatre. Au-delà de cet aspect, arriver à intégrer dans le quotidien des Togolais le réflexe de solliciter un professionnel de la santé mentale, plus spécifiquement un psychologue, reste un défi consistant. Les défis du psychologue dans notre pays sont ceux de sa meilleure reconnaissance par le pouvoir public, également ceux de la collaboration beaucoup plus franche avec d'autres professionnels de la santé que sont les psychiatres notamment. Face à ces défis, plusieurs initiatives sont menées. Les psychologues qui sont là sur le terrain s'organisent pour sensibiliser la population sur la santé mentale. Au moment où ça ne va pas et qu'on se retrouve en détresse, on doit demander de l'aide du psychologue pour que très tôt on puisse nous aider à renforcer nos mécanismes de défense pour mieux faire face aux difficultés que nous avons. Toutefois, il faut noter que le Togo dispose de structures pour la prise en charge des problèmes de santé mentale comme le Centre public de Zébé, le Centre Saint-Jean-de-Dieu à Agoué et le Centre Paul-Louis-René à Kégué. Les patients peuvent également faire recours aux psychiatres et aux psychologues qui exercent dans les centres hospitaliers. Le secteur agricole va bénéficier d'un nouvel appui grâce à un tout nouvel accord qui vient d'être signé. En quoi cela va consister et quel est l'objectif derrière? Trouvons les réponses à ces questions dans ce reportage réalisé par Promise Koumébé et Kofi Kligé. Il y a 4 mois environ, 17 pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel adoptaient à Lomé en présence des représentants de la CEDEAO et de la Banque mondiale la déclaration de Lomé sur les engrais et la santé des sols. L'objectif des travaux était de trouver des solutions pour rendre les fertilisants plus accessibles et abordables dans un contexte de crise alimentaire.
Toujours dans la perspective de stimuler la sécurité alimentaire et le développement agricole en Afrique de l'Ouest, le Togo, le Bénin, la Guinée et le Mali vont bénéficier d'un apport grâce à la signature d'un protocole d'accord en marche des assemblées d'automne de la Banque mondiale et du FMI. Il s'agira concrètement d'œuvrer à l'amélioration de la santé et de la fertilité des sols, de former les petits agriculteurs, développer des programmes d'agriculture numérique, renforcer la capacité de la CEDEAO et créer un centre régional pour la santé des sols en Afrique de l'Ouest. L'objectif reste celui d'accélérer les investissements et les réformes pour l'accessibilité des engrais et pour une agriculture résiliente, promotrice de développement durable et créatrice d'emplois. Il est aussi question de promouvoir des programmes en faveur de 5 millions d'agriculteurs couvrant une superficie de 10 millions d'hectares dans les 4 pays en question. Rappelons que l'institution de Bretton Woods a annoncé 1,5 milliard de dollars supplémentaires pour l'Afrique de l'Ouest dans le secteur de l'agriculture d'ici 2024. Les investissements passeront ainsi de 4 milliards à 5,5 milliards de dollars. Environnement pour finir avec les informations sur la page nationale. En septembre dernier, quelques localités du pays ont fait face à un incident grave. Une submersion marine a eu lieu précisément dans les communes des lacs 1 et 3. Suite aux appels de la population, les autorités se sont mobilisées pour comprendre et prévenir le phénomène. Jeannette Toyi et Cyril Lawson pour les détails. Dans la nuit du 19 au 20 septembre 2023, un phénomène de submersion inhabituel a frappé violemment les côtes togolaises, affectant particulièrement les communes de Lac 1 et Lac 3. Cette soudaine montée des eaux a semé la perturbation parmi les populations locales et a sérieusement entravé les activités économiques de la région. Bien que de nombreuses personnes aient immédiatement établi un lien avec les travaux de protection côtière en cours, il est important de noter que la submersion marine est un événement rarement observé. Les facteurs sous-jacents de ce risque naturel comprennent la montée du niveau de la mer due au changement climatique, ce qui rend les zones côtières vulnérables. Le projet Waka a toutefois mis en place des digues de sable pour atténuer l'impact des vagues lors de telles submersions. Face à cette situation, les habitants ont rapidement sollicité l'intervention de l'équipe de l'unité de gestion du projet Waka. Une délégation s'est rendue sur place pour évaluer la situation, tandis que l'Agence nationale pour la protection civile a été mobilisée pour venir en aide aux populations touchées. Les autorités météorologiques ont souligné que la période à risque de submersion marine s'étend de juin à septembre. Des efforts sont en cours pour mettre en place un dispositif de prévision en temps réel, notamment l'installation de courantomètres financé par le projet Waka pour anticiper l'augmentation des vagues et la direction du vent, permettant ainsi de prévenir les populations à l'avance. La sensibilisation à ces risques naturels se poursuivra dans d'autres communes côtières afin de renforcer la résilience des populations face à de tels événements. Place à l'actualité internationale. Certainement une bonne nouvelle pour le PASTEF, le parti de l'opposant Ousmane Sonko. La radiation de ce dernier sur la liste électorale a été annulée hier, jeudi, par un juge de Ziguinchor. Ceci devrait normalement l'amener à se présenter à la prochaine présidentielle, mais il paraît que les choses ne suivront pas cet ordre. On découvre les détails dans ce qui suit. Un juge de Ziguinchor a annulé jeudi soir la radiation de l'opposant Ousmane Sonko des listes électorales du Sénégal qui l'empêchait d'être candidat à la présidentielle de février prochain. La direction générale des élections avait récemment refusé de délivrer au mandataire d'Ousmane Sonko les formulaires devant servir à recueillir les parrainages nécessaires à une candidature. Selon ses avocats, cette décision du tribunal de Ziguinchor devrait avoir un effet immédiat et leur permettre de récupérer ces formulaires. Dans la foulée, l'agent judiciaire de l'État, dans un communiqué publié par les sites d'information, a cependant dit que l'État allait introduire un recours contre la décision du juge et qu'Ousmane Sonko ne pouvait toujours pas être candidat. Ousmane Sonko a été écroué fin juillet sous d'autres chefs d'inculpation dans l'appel à l'insurrection, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et atteinte à la sûreté de l'État. Ses avocats soutiennent que leur client ayant été arrêté depuis sa condamnation de juin, il doit être rejugé et sa condamnation n'est pas définitive. Ils invoquent les textes en vigueur sur la contumace.
L'affaire Sylvia Bongo au Gabon, la justice a tranché, le verdict est connu. L'ex-première dame Sylvia Bongo, retenue en résidence surveillée, a été incarcérée à la prison centrale de Libreville. C'est donc hier jeudi que son sort a finalement été décidé. Comment est-ce que les choses se sont-elles déroulées jusque-là? On voit cela dans ce reportage. Sylvia Bongo Ondimba Valentin, l'épouse de l'ex-président du Gabon Ali Bongo, a sollicité et obtenu un renvoi pour une audience dans 10 jours, laquelle lui permettra de plaider la remise en liberté. En attendant, l'ancienne première dame a été incarcérée jeudi à la prison centrale de Libreville. L'ex-première dame est au cœur d'une vaste enquête sur de présumés détournements massifs d'argent public en compagnie de son fils Nourdine, également en prison. La corruption a gangréné le régime d'Ali Bongo et Sylvia Bongo était l'un des acteurs principaux de ce système de corruption politique, de prédation de la chose publique. Elle a sa place dans la prison centrale de Libreville. Elle n'ira pas dans les prisons européennes parce qu'elle a contribué également à la violation des droits de l'homme. Vous avez vu hier l'état de santé de la cruche. Elle prenait ses ennemis politiques, elle les enfermait, elle privait ces derniers de leur liberté, elle les torturait. Donc vraiment c'est une dame dangereuse, c'est une criminelle notoire qui mérite d'être sévèrement sanctionnée. La société civile veillera à ce qu'elle fasse la prison, peut-être même une prison à vie au Gabon. Pour un pays à revenus intermédiaires comme le Gabon, où tout le monde a vu le spectacle, où les gens gardaient des milliards dans leur domicile. Les gens meurent dans les hôpitaux par faute de soins, c'est-à-dire il n'y a pas de minimum pour sauver des vies. Je dis que c'est un crime contre l'humanité, je peux le dire, parce que volontairement prendre de l'argent des populations qui doivent servir à développer des pans de notre pays. On vous parle d'écoles, on vous parle des hôpitaux, des routes, d'électricité, de l'eau, surtout la santé. Mais nous disons que pour moi personnellement, en tant que défendant des droits des personnes victimes dans les hôpitaux, ça ne peut être qu'une grande satisfaction. C'est le début d'une saga judiciaire à Libreville. Sylvia Bongo Ondimba, l'ancienne première dame, a été placée en détention provisoire à la prison centrale de Libreville pour une durée de 10 jours. Elle est soupçonnée de crimes économiques, faux et usage de faux et même falsification de la signature du président de la République d'alors, Ali Bongo Ondimba, son mari. Mais au-delà des poursuites du procureur de la République, plusieurs ONG et associations entendent également poursuivre la première dame du Gabon, disent-ils, pour des crimes non seulement économiques, mais des crimes contre l'humanité. Nous restons toujours au Gabon pour le même sujet. Cette incarcération de l'ex-première dame a été une satisfaction pour les Gabonais qui l'ont exprimé de différentes manières. On les écoute. La nouvelle de l'incarcération de l'ancienne première dame du Gabon n'a pas manqué de faire réagir ses concitoyens. Depuis le coup d'État fin août, Sylvia Bongo était en résidence surveillée pour des détournements présumés de fonds publics. Elle a été conduite ce jeudi à la prison centrale de Libreville. Dans ce marché de la capitale, les habitants espèrent que justice sera faite. J'ai appris que Sylvia Bongo en prison. Je préfère qu'elle reste sa vie là-bas. Jusqu'à. Pourquoi je le dis? Parce qu'ils ont trop fait souffrir le Gabonais. On souffre, on passe des mois difficiles. Et l'argent était avec eux, caché. Il faut donner. Pendant que Sylvia Bongo a arrêté, il faut qu'ils déposent, on récupère tout l'argent qu'ils ont volé avec toute leur famille pendant 60 ans. On est pauvre à cause de ça. Alors que nous, on est seulement 2 millions d'habitants. Voilà comment le pays est pauvre, à cause d'une seule famille. Sylvia Bongo, 60 ans, est au cœur d'une vaste enquête sur des présumés détournements d'argent public en complicité avec son fils Nourdine. Ce dernier a déjà été incarcéré, tout comme 6 anciens responsables du cabinet présidentiel. Ali Bongo souffre de séquelles depuis son AVC en 2018. Son entourage est accusé d'avoir truqué sa réélection. Son épouse et son fils sont également soupçonnés d'avoir manipulé l'ancien président et d'avoir été les véritables dirigeants du pays depuis 5 ans.
Nous remontons au Maroc où, en marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI qui se tiennent actuellement à Marrakech, a eu lieu des manifestations d'accusation. Celles-ci viennent de la part des militants des ONG. Que dénoncent-ils concrètement? On voit cela dans le reportage qui suit. Des militants d'une dizaine de pays du monde ont jugé mercredi le FMI et la Banque mondiale coupables d'alimenter les inégalités du fait de la collusion entre le secteur financier et les puissantes sociétés multinationales. Lors de ce tribunal populaire, les militants ont appelé les deux institutions à ne plus travailler avec les pays riches. Nous sommes ici pour être solidaires des autres pays du monde, ici à Marrakech, d'abord pour protester contre ce que le FMI et la Banque mondiale ont fait aux gens partout dans le monde, qui a ajouté à notre appauvrissement et exploitation et à la poussée des politiques néolibérales. Nous sommes également ici pour présenter nos revendications non seulement au FMI et à la Banque mondiale, mais à tous les gouvernements des pays riches. Ils doivent d'abord payer des réparations pour les torts historiques qu'ils ont causés aux gens du Sud. Et nous appelons au changement du système et non au changement climatique. D'après le verdict, le jury a appelé ces institutions à œuvrer de façon égalitaire en allégeant les conditions d'emprunt pour les pays à faible revenu ou en annulant simplement les dettes colossales des pays concernés. Aujourd'hui, nous manifestons contre les politiques du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, qui depuis leur création dans les accords de Bretton Woods de 1944 sont des mécanismes créés par le système capitaliste mondial de l'époque sous la forme de deux pôles. L'un est financier sous la forme du groupe de la Banque mondiale et l'autre est monétaire, représenté par le FMI, dont la mission principale est de dominer par la richesse des peuples du monde. Ces manifestations se sont tenues en marge des réunions de ces deux organisations internationales à Marrakech au Maroc. Selon le FMI, la croissance mondiale reste faible et inégale sous les moyennes historiques. Et puis, hors du continent africain, ça se passe très mal pour les Palestiniens dans cette guerre qui oppose le Hamas et l'Israël. Bien qu'ayant reçu l'ordre de se rendre au sud de la bande de Gaza, ces derniers ne savent pas à quel sens se vouer, les bombes pleuvant de partout. Après 6 jours de bombardements qui ont fait plus de 1600 morts, dont 500 enfants, la situation humanitaire à Gaza est devenue catastrophique. Israël a donné 24 heures pour l'évacuation des habitants du nord de la ville vers le sud. Aujourd'hui, nous ne savons pas où aller. Il n'y a pas d'endroit sûr. Nous nous sommes tournés vers les Nations Unies. Israël commet des massacres contre les civils et des enfants sont sous les décombres. Certains ne savent pas où sont leurs enfants et nous ne savons pas quoi faire. Nous n'avons ni eau ni nourriture. Je lance un appel aux Nations Unies. Où devons-nous aller ? Pour l'ONU qui demande l'annulation de cet ordre, compte tenu des nombreux blessés, cette évacuation pourrait avoir des conséquences humanitaires désastreuses. Le Hamas a de son côté demandé aux habitants de rester sur place, affirmant que l'armée israélienne pourrait ne pas les laisser revenir chez eux. Il y a eu une évacuation du camp situé sur la plage vers ici, dans les écoles et les cliniques de l'ONU. Et les gens étaient en sécurité dans un abri. Tout à coup, un missile est tombé entre l'école et la clinique de l'ONU pour intimider les gens et les tuer. Il y a plusieurs martyrs ici. À Gaza, les habitants semblent pris au piège. Au sud, le poste frontière de Rafah qui mène vers l'Égypte a été bombardé par l'armée israélienne. Par ailleurs, les autorités égyptiennes ont déclaré que les Gazaouis devaient rester sur leur terre. Le pays qui ne souhaite pas accueillir de réfugiés s'active pour assembler de l'aide humanitaire. Et enfin, sport football pour clore cette édition. Coupe d'Afrique des Nations 2023, le tirage au sort a pris fin et la liste complète des différents groupes est connue. Allons à leur découverte. La Confédération africaine de football a procédé jeudi au tirage au sort de la CAN 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Les stars du football africain Didier Drogba, Sadio Mané, Achraf Hakimi et John Obi Mikel ont participé à ce tirage au sort tant attendu. Dans le groupe A, la Côte d'Ivoire devra affronter le Nigeria de Victor Osimhen. La Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau complètent ce groupe qui disputera ses matchs au stade Ebampé d'Abidjan.
L'Égypte et le Ghana pourraient être les favoris du groupe B où les deux sélections lusophones, le Cap-Vert et l'Angola, devront tenter de surprendre les Black Stars et les Pharaons au stade Félix Houphouët-Boigny. À Yamoussoukro, les Lions de la Teranga, champions en titre, devront défier dans le groupe C la Guinée, la Gambie, quart de finaliste de la dernière CAN, et surtout le Cameroun. L'Algérie, qui hérite d'une poule D qui semble être à sa portée, va rencontrer le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola au stade de Bouaké. La Tunisie et le Mali se retrouvent dans le même groupe comme lors de la dernière CAN. L'Afrique du Sud et la Namibie complètent ce tableau qui jouera à Korogo au nord de la Côte d'Ivoire. Demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, le Maroc partira favori du groupe F devant la RDC, la Zambie et la Tanzanie. Ils ont rendez-vous au stade Laurent Pokou de San Pedro. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles à nos programmes. Excellente soirée à tous.